BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Bonjour Jean-François. Bonjour Guillaume. Marchégagnant.com, quel est votre sujet, votre coup de gueule de la semaine ? Écoutez, Guillaume, puisque c'est vous qui vous occupez de moi, Cédric ayant préféré parler vin, pour des raisons de palais, j'imagine, je vais vous faire une confidence. J'en ai marre de l'information spectacle. Marre de l'information spectacle. Vous inquiétez pas, la présidentielle, c'est bientôt fini, Jean-François. Mais en fait, Guillaume, je vous parlais pas de politique, je vous parlais finance, même si j'en conviens, les choses peuvent se recouper. J'en ai vraiment marre de l'information spectacle, j'en ai vraiment marre des illusions. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, là. Le spectacle, vous connaissez, vous êtes un professionnel du spectacle, Jean-François. C'est un peu le rendez-vous du jeudi matin dans Intégral Placement. Allez, on discute sérieusement. Je voudrais profiter justement de cette période électorale pour réfléchir sur un certain nombre de sujets sur l'information patrimoniale. Alors, on peut réfléchir 2 minutes, hein. C'est pas avec excessif. plaisir, on vous écoute. Comme disait Jacques Chirac à Michel Field en 1996. Allez, 2 minutes de réflexion à l'attention de nos auditeurs et de nos téléspectateurs. Je peux vous raconter une petite anecdote pour commencer ? Oui, avec plaisir. On vous écoute goulûment. Allez, nous sommes en 2000, je suis alors jeune journaliste à Mieux Vivre Votre Argent et François Devide, qui est le rédacteur en chef du magazine, déboule dans mon bureau en me disant la chose suivante: Jean-François, demain au Palais Brongniart, il y a une manifestation sur la liberté de la presse. J'avais prévu de participer à un débat sur le sujet. Malheureusement, j'ai un empêchement, donc merci de bien vouloir me remplacer. Alors, imaginez, j'étais plus jeune que vous à l'époque, Guillaume, c'est dire. Et sur la liberté de la presse, justement, qu'est-ce que vous avez dit ? Écoutez, comme j'étais le plus jeune, j'ai donc parlé en dernier, et j'ai donc commencé à écouter ce qui, quand on est à l'intérieur, peut paraître comme un certain nombre de poncifs. Alors déjà, la liberté de la presse mise à mal par les actionnaires. Alors, la première pression de l'actionnaire, c'est qu'il veut rentabiliser son investissement. Il suffit d'aller en cours d'économie pour le savoir, et c'est valable dans la presse comme dans la fabrique de boulons. La liberté de la presse et la politique, ensuite, oui, les politiques préfèrent qu'on dise du bien d'eux, mais sans vouloir tomber dans un narcissisme total, je vous confesse que moi, c'est pareil. Je préfère qu'on dise du bien de moi. Alors, on continue avec la pression de la pub. Oui, un annonceur, il n'aime pas trop qu'on dise du mal. Si on est franc, nous les journalistes, on a tous un jour ou l'autre été l'objet de pression et on est assidé ou pas, selon entre autres notre conscience professionnelle. Et qu'est-ce que vous avez dit justement à ce débat sur la liberté de la presse ? J'ai dit que tout ce que j'avais entendu c'était bien joli, mais qu'il y avait un sujet qui n'avait pas été abordé, c'est la liberté de la presse, des médias par rapport aux lecteurs, aux auditeurs et aux téléspectateurs. Car les médias, voyez-vous, ils cherchent à être lus, vus ou entendus. Oui. Et quelle est la meilleure façon d'y parvenir, c'est de dire aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Est-ce que vous voyez Libé encenser François Fillon ou Le Figaro adressant des louanges à François Hollande? Non, ce n'est pas ce qu'attendent leurs lecteurs. Il faut avoir conscience de ça. Alors c'est facile, quand on est un électeur, de dire que les politiques sont tous mauvais. C'est facile, quand on est un consommateur, de dire que son bocquier n'est qu'un commercial et absolument pas un conseiller. Et c'est facile, quand on est un citoyen, de dire que les journalistes sont des charlots. Mais je regrette d'avoir à le rappeler à tous et toutes, on a les politiques, les banquiers et les journalistes qu'on mérite. Qu'on mérite. Si je vous suis, les épargnants ont beau se plaindre, ils réclament et ils sont les premiers à réclamer avant tout de l'info-spectacle. Assurément. Et pire, ils réclament de l'illusion. Comme d'ailleurs, les électeurs veulent des promesses, car rien ne leur interdit ensuite de râler sous prétexte que les promesses n'ont pas été tenues. Alors, en matière d'épargne, la tendance historique, c'est: dis-moi quel est le meilleur placement aujourd'hui. Où mettre mon argent? Qu'est-ce que je dois acheter? Alors, pour en avoir fait l'expérience dans ma carrière dans la presse écrite, je peux vous dire avec certitude, vous vendez plus quand vous titrez acheter que quand vous titrez vendez. Même si en pratique, les épargnants ne suivent pas forcément votre recommandation. Alors, l'expérience du vieux singe, encore plus vieux aujourd'hui qu'hier, vous amènera par exemple à découvrir que l'investisseur particulier, il cherche avant tout de la réassurance. Bref, vous lui dites d'acheter un truc auquel il ne croit pas du tout. Votre recommandation va lui passer 10 km au-dessus de la tête. En revanche, s'il aime votre recommandation, en particulier parce qu'il était déjà un peu prédisposé à l'idée que vous évoquez, eh bien, il la mettra en œuvre. Et vous voulez que je vous raconte la suite de l'histoire? Si ça marche, l'investisseur, il jugera qu'il est bon. Et si, en revanche, ça baisse, il vous dira que, décidément, ce journaliste, il est comme tous les autres, un charlot. Comme quoi, on est au cœur de la nature humaine avec l'univers des placements. Ouais, et on va poursuivre, parce que ce canal historique, le fonctionnement de base du système, en particulier pour des raisons de business, c'est la recommandation d'achat. Le client en demande, alors fourguant-luisant. Ce n'est pas par hasard si
les analystes, qui pour la plupart d'entre eux ont pour vocation à générer des transactions, recommandent massivement des titres à l'achat. Qu'il pleuve, qu'on mette des bougies dans les vignes ou qu'il fasse beau, la très grande majorité des analystes sont acheteurs. Étonnant, non, comme dirait le regretté Pierre Desproges. Voilà. Du coup, moi, les analystes, je les écoute de moins en moins. Des analystes qui flattent donc leurs clients, une presse qui flatte ses lecteurs ou ses spectateurs. Il y a quand même des canaux contrariants qui se sont mis en place, Jean-François. Tout à fait, à force de dire que tout était rose, une partie des épargnants ont fini par tomber du côté des... On va les appeler les déclinologues et autres complotistes. Donc, à côté de l'info-spectacle illusionniste tendance bisounours, c'est donc développer l'info-spectacle tendance laguillé. On vous ment, on vous spolie, ça va péter. Ceci dit, Jean-François, il vous arrive souvent aussi de tirer dans le tas et de dénoncer vous-même une forme de système. J'en conviens, mais permettez-moi toutefois de ne pas mélanger les torchons et les serviettes, parce que les vrais déclinologues, les vrais complotistes ont toujours le même discours. Le système est pourri, les journalistes sont des vendus, les chiffres économiques sont faux, l'euro est mort, achetez de l'or, achetez des devises, telle est leur recommandation. Le déclinologue ou le complotiste, c'est sympa sur un plateau ou à une tribune pour faire le show, mais en matière de gestion, ça mène rarement à de l'enrichissement à moyen terme. Tant que vous y êtes, vous en avez d'autres à dénoncer du côté des illusionnistes de l'information spectacle? Eh bien écoutez, pour être complet et voir ce qu'il faut fournir au bon peuple, après les optimistes BA, après les déclinologues structurels, focalisons-nous sur les Nostradamus, bref, les diseuses de bonnes aventures. Madame Irma. Tiens, puisque l'on est à quelques jours de l'élection présidentielle, je me rappelle il y a 5 ans, Madame Irma, ou sa cousine, je ne sais plus, nous avait prédit que dès le lendemain de l'élection présidentielle, dès que François Hollande serait à l'Élysée, la finance allait se venger, les taux français allaient s'envoler, on allait monter jusqu'à 4,5% sur le 10 ans français. Mauvaise pioche, ils ont raté là. La prédiction, c'est pas vraiment réalisé. Très mauvaise, puisqu'à l'époque, les taux étaient à 2,6%. Ils ne sont jamais passés plus haut. Ils en ont fait depuis quasiment que baisser. Et ils sont aujourd'hui 2 fois moins importants. Enfin, à la décharge de ces prévisionnistes, Jean-François, il y a eu une banque centrale européenne hyper active pendant cette période. Ça a pu changer la donne, peut-être. Si ça vous plaît comme argument, moi, pourquoi pas. Mais le gars qui est en train de vous dire qu'il est en train de prédire l'avenir, mais qui peut pas tout prédire, moi, franchement, ça me fait rigoler. Puis il faut savoir aussi distinguer l'essentiel et l'accessoire. Mais moi, voyez-vous, je ne fais pas partie des complotistes, donc je n'accuserai pas Madame Irma d'avoir tenu son propos pour des raisons politiques. Je dirais simplement que sa boule de cristal n'était pas suffisamment nettoyée, comme celle d'ailleurs de ses consoeurs qui avaient prévu le chaos boursier après le Brexit ou l'élection de Donald Trump. On vous retrouve ironique et corrosif à souhait. Pourquoi dénoncer ce système aujourd'hui, cette fascination qu'on a tous pour les propos hypnotisants ? Sûrement parce qu'il me plaît d'être dans l'actualité, d'avoir une certaine passion pour les analogies et que le discours financier est actuellement très proche, très similaire de ce que j'entends aujourd'hui d'un point de vue politique. Car s'il faut dénoncer cette information spectacle, il faut aussi reconnaître quelle est la demande des investisseurs. Dans mes 3 chapelles de l'illusion financière, la béatitude, le complotisme et la boule de cristal, nombre d'investisseurs s'abandonnent sans raison, passant de l'une à l'autre. Déçu par les performances des marchés, l'épargnant déboussolé sombrera dans les tentacules des déclinologues. Rincé par des complots annoncés mais jamais démontrés, il continuera son parcours initiatique dans les jupons de Madame Irma. Grâce à l'info-spectacle, à l'adhésion à des sectes sans raison, il ira donc spectaculairement d'échec en échec. Épargnants et citoyens fascinés par les illusions et les discours parfois hypnotisants, quelles leçons on en tire ? Mais écoutez, je vais être honnête, pour attirer l'attention des Français sur des sujets auxquels ils sont peu sensibles, la finance. Dans un monde où le temps disponible est de plus en plus faible, dans une époque où l'offre en tentation est de plus en plus abondante, c'est vrai, il est nécessaire de mettre de la mise en scène dans l'information. Mais le spectacle ne doit pas prendre le pas sur le fond. Derrière mon propos du jour, une recommandation patrimoniale et une seule, même si c'est moins rigolo, on doit gérer son patrimoine avec sa raison, pas avec ses émotions.